Protégé par ses murs d'enceinte et ses pylônes, le temple de millions d'années de Ramsès II, le Ramesséum, concentra pendant de longues et belles décennies un pouvoir politique, administratif, économique et religieux. C'est à la fin de l'époque ramesside qu'il subira ses premières mutilations. À la troisième période intermédiaire, il sera transformé en une vaste nécropole. Les Ptolémées et les Romains viendront y prélever de nombreux blocs afin de construire leurs propres édifices. L'effondrement partiel du premier pylône, dû à un problème de structure, le fragilisera. L'ère chrétienne, rejetant le paganisme, va être à l'origine de nombreux martelages sur ces parois et à cette époque encore, on détruira plusieurs statues. C'est vraisemblablement avant la fin du IVe siècle de notre ère que fut abattu le grand colosse royal dénommé Soleil des Princes. La longue histoire du Ramesséum, radieuse puis douloureuse, court sur 32 siècles et continue à s'écrire. En effet, depuis plus de 30 ans, Christian Leblanc et ses équipes œuvrent à son exploration, à sa restauration et à sa valorisation avec l'objectif de lui restituer son identité et sa vocation. Cette 33e campagne de fouilles va permettre de continuer cet important travail, d'apporter de nouveaux témoignages et de mieux appréhender le mystère de la tombe de Séhété-Pibré et celle du magicien dans laquelle James-Edward Quibell découvrit en 1896 un coffret contenant des papyrus et des ivoires magiques. Voilà, nous commençons cette 33e campagne au Ramesséum. Attention. Bon, alors il faudrait trouver le fragment qui est au-dessus, sa mère. Là, c'est un cartouche de Ramsès II, oui. D'accord. C'est Ouzer Matré. Nous avons découvert une nouvelle tombe. Oui, voilà. Vous pouvez avoir le squelette ici. Ils ont pris les têtes et les ont mis ça. Nous avons trouvé ce qu'on appelle nous notre pièce de musée. Cette année, on finit le bas-côté sud, alors qu'il s'est étalé sur 17 missions. Bon, évidemment, on a fait d'autres tranches de travaux. On s'occupe de la conservation des peintures de la tombe de Séhété-Pibré. Dans les jambes, il y avait encore un petit scarabée. On enlève petit à petit les déblais et on trie. Nous découvrons un autre ossement ici, directement. C'est la trigonométrie. Je fais mon ordinateur. C'est bien un gag? Yeah. Good? It's okay for you? Okay. Voilà, nous commençons cette 33e campagne au Ramesséum, une campagne archéologique qui va se poursuivre du début janvier jusqu'à fin février 2022. Alors, pour cette nouvelle campagne, eh bien, il y a évidemment d'abord une reprise dans le secteur nord, le secteur STI, là où se trouve la fameuse tombe de Séhété-Pibré. This season, in 2022, we are continuing the work at this site of STI-TR at the tomb of Séhété-Pibré to continue our work. We have something else to do, just to rebuild the wall of this hall. Le mur ouest de la salle SA06 étant dégradé, sa restauration est au programme cette année. Ce travail nécessite de descendre jusqu'aux fondations afin de pouvoir le reconstruire plus sainement sur plusieurs assises de briques. Il faut quand même savoir que c'est des structures qui sont très fragiles, en terre crue. Et il faut savoir qu'avec les pluies, il y a souvent des pluies torrentielles maintenant qui peuvent arriver sur la région thébaine. On a eu quelques exemples. Donc il faut mieux quand même protéger ces structures fragiles. Alors la seule possibilité de les protéger, c'est de remettre quelques assises de briques modernes sur les assises antiques. Voilà. Comme ça au moins les assises antiques sont protégées. Voilà. Donc si après ça les assises modernes sont touchées par l'eau, ça a moins d'importance, vous comprenez?
C'est à cette tâche que se consacre Mahmoud, le maçon du Ramesséum. À l'extrémité nord, il se heurte à la difficulté à retrouver les fondations. Ce problème stoppe la progression du chantier. What happened here, the workers is looking for foundation and they couldn't found it. And they continue the work until they found a piece of mummy with some line. Later, we found another piece of cartonnage. And after that, we thought that there is something here. It's not natural. We look at the wall from this side, from the west side here, and this part is not original. It was rebuilt. Vous savez, à plusieurs époques, les murs du Ramesséum ont été un petit peu parfois restaurés, améliorés. Alors il y a plusieurs, il y a Barès qui est passé par là, il y a plusieurs architectes évidemment qui au début du siècle, du XXe siècle, quand il s'agissait de nettoyer un peu les monuments, tout ça, bon, bah, évidemment à droite à gauche on essayait de remonter un mur s'il était vraiment très effondré. Donc on a des restaurations de murs qui ont été faites il y a déjà assez longtemps quand même. Voilà. And they continue the work until they found a fine piece of cartonnage. So we know in this time we have a tomb in this site. Donc là, Gwenaël, ça serait une tombe. C'est une tombe, oui. Une tombe très probablement troisième période intermédiaire, puisqu'en fait on passe sous les fondations du mur du Ramesséum. Donc ça a été cassé, les fondations ont été cassées. Ils sont passés sous les fondations du mur. Donc là c'est bien. Il y a une tombe TPI là, hein. On est sûr. Non, c'est bien c'est sûr, c'est une tombe TPI. حجاج خلي كتفك لغالب حجاج عبد الله ايوه Un relevé photographique in situ des artefacts doit être effectué avant de les déplacer et de les emporter vers le magasin du Ramesséum, où ils seront inventoriés et éventuellement restaurés. C'est France Jamin, égyptologue de l'Université de Lyon 2, qui réalise ce travail. France, c'est un morceau de sarcophage de quelle dynastie? C'est du cartonnage, certainement de la 22e dynastie. Voilà, il faut étudier les matériaux, mais d'après la décoration, voilà, certainement un cartonnage. طيب حط في المقطاف 5 6 7 8 جوال حتتين 3 ايوه كده عشان ننظف المكان. On a la fin d'un collier ouvert, d'un large collier, et puis on voit en fait après les ailes étendues d'un oiseau au niveau de la poitrine des cercueils et cartonnages. Mais oui, on voit le titre de Père Divin, tu le vois aussi, Itnetcher Mary. Et le nom, c'est toujours comme ça, c'est que le nom il est souvent coupé. Mais Mahareru, justifié, ça, le fils de Sahen. Ah oui, c'est dommage parce qu'on n'a pas. Mais oui, finalement pas vraiment d'indication. Pas tant d'indication. Mais il est Père Divin aimé, donc c'est un titre voilà, clérical, en fait, finalement assez peu élevé dans la hiérarchie sacerdotale. C'est assez courant, Père Divin. Bon, voilà, il faudrait trouver le fragment qui est au-dessus, sa mère. C'est ça. En tout cas, c'est intéressant, non, c'est super. Et oui. Tu vas voir, on a le titre. On a un titre. Oh yes! Oh yes! Félicitations pour nous. Ouais, Mabrouk, c'est vrai. Medou, Hin, Djouti, Neb, Medunetcher. Alors ensuite en haut. Ouais, c'est pas évident, c'est bien coupé. Hein. Là c'est. Non, je comprends pas le hec là. Ouais, mais de toute façon, il faudrait qu'on ait un peu plus au-dessus en fait, je pense. Ouais. Effectivement, mais ça le fait qu'il y ait la ceinture comme ça, normalement, en tout cas c'est comme ça au Nouvel Empire, ça prouve qu'il s'agit du défunt.
en forme du défunt. Vous avez le défunt face à Thoth et Réorarty. Alors Réorarty, on devine en fait, hein, on voit bien notamment le bec, et puis la légende nous dit, hein, voilà, Jed Medun Jeduti, donc on nous dit en fait, hein, que c'est le Thoth qui est en train en fait, hein, de parole à dire par Thoth. Il manque le nom du défunt, donc après on a Mareru, justifié, Sa-En, fils de, et puis il manque le nom du père aussi. We decided to continue the work to see what we have. We continued the work until they found the rest of the mummy, maybe 2 or 3 mummies. De nombreux ossements humains sont découverts lors de la fouille. Certains d'entre eux conservent des traces de momification, avec notamment la présence de bandelettes de lin. Les os épars et la dispersion des fragments de cercueil témoignent certainement d'un pillage relativement violent de sépultures. Pour l'instant, le nombre de personnes inhumées ici demeure encore inconnu. Seule l'étude des ossements et la poursuite de la fouille pourront apporter une réponse. C'est la tête d'une momie. Il manque le haut du crâne. Ah oui, il y a la main, avec le bras complet. Donc on a trouvé la main, deuxième main, deuxième bras. We also found some Ushapti, but until now we lose the name, we didn't find it. Une multitude d'Ushapti, le plus souvent fragmentaires, sont sortis de la fouille. Ces statuettes funéraires, souvent en frites ou en terre cuite, sont généralement momiformes, bras croisés sur la poitrine. Leur rôle est de servir le défunt et d'accomplir pour lui les corvées dans l'au-delà. Les inscriptions nominatives qu'ils portent permettent parfois d'identifier le défunt auquel il répondait, mais là, malheureusement, ils sont un épigraphe. And we have a lot of bones now belonging to the people who are buried here. Il y a aussi, bien sûr, un certain nombre de travaux qui concernent cette fois-ci le temple proprement dit, c'est-à-dire le temple de Pierre. Alors c'est vrai qu'à l'ouest, dans la zone qui concerne le sanctuaire, c'est une zone qui a été entièrement fouillée il y a déjà plusieurs années, qui a permis évidemment de révéler l'ensemble des tranchées de fondation qui permettent de restituer quand même visuellement un plan de toute cette partie du temple. Et tout le problème aujourd'hui pour valoriser cette zone, c'est de replacer les murs, de retracer finalement les alignements des murs. Alors il y a quelques murs dont on est sûr qu'ils se prolongent des murs du temple, du grand temple, et donc on peut effectivement tracer facilement. Bon, bien sûr, il y a les murs périphériques. L'année dernière, on a fait le mur ouest qui limite le temple. Cette année, donc, on va essayer d'implanter le départ tout au moins de certains murs. Eric, ce sont des blocs qui sont destinés au sanctuaire? Oui, voilà, c'est ça. Enfin, du coup, on commence le mur processionnel, le mur du bas-côté nord. Voilà. Donc, tu vois, on a un bon chemin à faire hein, pour y arriver. Donc, il faut que tu empruntes la rampe voilà, qui est sur l'escalier. qu'on a fait l'année dernière, on a recouvert de terre pour protéger les marches et les arêtes. Et puis,
il n'est pas question de tout reconstruire naturellement, c'est simplement d'évoquer, comme on a fait dans d'autres parties du monument, d'évoquer finalement les anciennes structures. Et en particulier le sanctuaire lui-même qui est ici et qui est matérialisé par des fondations de 4 piliers. Quand j'ai fouillé ici, quand on a creusé ici, on s'est aperçu qu'il y avait eu une correction dans l'orientation des murs. En fin de compte, les fondations ont été creusées et puis à un moment donné, on a recreuser ces fondations. Donc on a un ressaut dans les fondations qui montre un petit décalage, très léger d'ailleurs, un petit décalage des murs vers le nord. Et je pense que c'est effectivement au moment de l'implantation de ces murs qu'ils ont finalement eu une petite hésitation. Donc nous, on retrouve cette hésitation pour implanter les choses. Voilà, donc c'est un travail qui va se faire sur plusieurs années. Donc là, c'est encore tout un travail qui se fait dans le contexte finalement de la restitution de l'architecture de cet édifice de Ramsès II. Le travail a commencé par la restitution sur une assise de grès des murs fermant depuis l'ouest les complexes osiriens et solaires et le mur latéral nord du temple proprement dit. Et puis le troisième projet que j'ai, c'est de réétudier des pierres que j'avais trouvées au moment des fouilles ici dans les tranchées de fondation et qui sont visiblement des éléments des fenêtres du temple, des éléments de claustrat en pierre qui portent en général le cartouche de Ramsès II, mais qui pourraient aussi porter d'autres choses. On en a avec des signes or, on en a avec des nœuds d'Isis. Donc là, c'est un claustrat. C'est un élément de claustrat, peut-être au soleil. Oui. Ah oui. Ok. Oui. Donc il y a un cartouche de Ramsès là? Là, c'est un cartouche de Ramsès II, oui. D'accord. C'est Ouzer matré. Magnifique. Avec la petite mat qui est assise et qui tient le signe Ouzer. Ah oui. Et alors, si je te montre un deuxième, oui. Plus fragmentaire, on a juste les plumes là. Hop. Ah ouais. Voilà, c'est le haut du cartouche. Oui. Ah oui. Et là, on a le men de hymen qui reste du cartouche. D'accord. T'as combien de blocs comme ça, Guy? Ben, j'en ai pas des grands comme ça, j'en ai pas énormément. J'ai ces deux-là. Par contre, j'ai des fragments comme celui-là. Là où on a un beau cartouche aussi de Ramsès II. Ou plus original, celui-là où il y a un nœud d'Isis. Voilà, regarde. Ah oui. Voilà, un beau fragment. Là, c'est la déesse Mat. Hein. Il y avait la plume là, mais elle a disparu. En 3D, je dirais. Alors, il reste à savoir comment ça se plaçait dans soit un élément de claustrat, soit un élément d'imposte au-dessus des portes. Voilà, l'un des deux, c'est à étudier. Voilà, c'est en cours. Alors ça, c'est pour finalement la partie restauration qui est menée cette année. Et ça fait partie finalement de l'ensemble des opérations qui seront menées sur le site durant cette campagne archéologique et de restauration. Nous voici de retour dans le secteur STI, près de l'équipe qui vient de dégager, dans la tombe murale, un bloc de calcaire inscrit de hiéroglyphes. La partie visible alors n'est pas sans rappeler les dalles de plafond mises au jour en 2019. La poursuite de son dégagement et son examen précis permettront de définir avec plus de certitude son origine. C'est nécessaire maintenant pour casser l'autre mur pour l'ouvrier. Parce qu'il n'y a pas de fondation sur le mur là-bas. Ah ouais. Okay. C'est très important pour casser. Okay. Les parois du mur étant devenues trop instables pour une question de sécurité des ouvriers, les fouilles et le début de dégagement du bloc sont momentanément suspendus. Afin d'assurer l'espace de travail, la décision est prise de démonter le mur ouest de la zone de prospection. Les briques sont alors enlevées une à une, puis stockées à proximité. Elles seront réutilisées lors de sa reconstruction. يا عود عندك وربيطة؟ عندك وربيطة؟ قبل تحتاكم الأربعة.
En tout cas, tu as eu raison parce que c'était dangereux. C'était dangereux pour les ouvriers en fait de continuer. Partie supérieure d'une architrave probablement, ou d'un linteau. Comme il y a beaucoup de pierres qui sont tombées en fait. De la salle du trésor. Dans la tombe de Seth Epibré en fait. Dans la tombe de Seth Epibré en fait, des gros blocs ont brisé la voûte. Donc là, peut-être que c'est encore. Comme on avait vu en 2019. Oui, comme on avait vu en 2019, tout à fait. Lors de la fouille de la tombe de Seth Epibré en décembre 2019, 4 énormes dalles en grès, pesant chacune 3,5 tonnes, ont été retrouvées entre la descendrie et le corridor souterrain. L'une de ces dalles a dû tomber accidentellement lors du dégagement tardif de la salle annexe du trésor, en écrasant la voûte en terre crue de la tombe du Moyen Empire. C'est encore un bloc d'architrave. Ce qui est des Ramessides. Ah bah c'est Ramsès II ça. Ça y a fait. Vous avez remarqué c'était Penrès, c'est Ramsès II. Là, au moins on est tranquille. Avec lui, quand on a ça, on est tranquille. On sait que c'est ça, c'est lui. Il est joli d'ailleurs, une jolie mat. Ouais. Ce grand mur finalement qui correspond à la salle SA 06, donc, qui est une salle du secteur STI en fin de compte, pour tout un ensemble de salles dans lesquelles d'ailleurs a été conservé déjà d'huile d'olive notamment, oui. Parce qu'on retrouve encore beaucoup de bouchons d'huile d'olive. Et puis aussi probablement du miel et puis des graisses. Oui, oui, oui. Donc ça c'est tout un secteur qui était consacré justement à ces produits-là, qui étaient entreposés dans ces salles. Mohamed. Oui. Le relevé photographique in situ du bloc ramesside est encore réalisé par France Jamin. الرقم على جنبي أكتر. Voilà, comme ça on va bien voir, là on l'a trouvé, oui. Ça sera mieux. Puis avec une échelle c'est toujours plus utile. Et on voit bien les couleurs en plus. T'as même à l'ON. Les couleurs, ouais, c'est super hein. Super. Voilà, je prends des photos, je te les donnerai, sa mère. Le relevé étant effectué, les ouvriers procèdent à l'enlèvement du bloc de grès qui pèse tout de même plusieurs centaines de kilos. Il y a combien d'inscriptions, Samé? 4 faces avec l'inscription. Et il y a l'autre titre pour Ramsès II à l'autre face là-bas. Ici, c'est le Osser Ma'atra Setep. Et ici, c'est Miri Amun. Because to find something like that with the name of Ramses II, and we found it in the ground. But now we are sure that this part of wall, or maybe all the wall, will destroy it after Ramses II and rebuilt it again in the third intermediate period. Donc là, petit à petit, il faut dégager ces salles, parce qu'il y en a qui sont entièrement remplies de déblais aussi. Il faut les dégager parce qu'il y a eu des réoccupations plus tardives, justement, comme celle de la troisième période intermédiaire, où on voit justement ces traces-là, des traces qui sont des traces, évidemment, d'une réoccupation du site à la troisième période intermédiaire. And after that, we begin to find a lot of cartonnage, and it will begin one of the first coffins appear for us at the south side. After that, we found the second one. After that, we found the third one. So we think that is
The main person here and the most important person here, it was lying in the middle place, and maybe his wife in his left and somebody else in the right. The size of the coffin, we found that it's about 2 meters, the middle one. The north one, it is the same, but the south one in 1 meter, 88 centimeter on. من جوه خد من جوه الاول كده بس خليك على نفس العدله بتاعه التابوت نفس العدله بتاعته. Il n'y avait pas de fondation dans ce mur-là, hein, non. Non, il repose directement sur le Guébel. Donc c'est une sépulture murale, mais alors vraiment sous le sol finalement de la salle. C'est très étrange ça, parce que c'est quand même plutôt rare d'avoir des sépultures comme ça. Généralement, elles sont plutôt dans les murs directement. Et il est dans ses rôles, c'est un drôle de truc ça quand même. Il faut le faire, hein, son machin, parce que c'est pas évident. Hein. Donc on aura finalement la position des 3 cercueils. Oui. Hein, c'est ça, hein, surtout. Hein. N'est-ce pas, Héraldo? C'est fait une échelle plus... Oui, non, mais c'est bien. Ça permet au moins de garder un souvenir, de garder une trace de cette triple inhumation. Bon, bah c'est parfait. Rilievo di queste 3 del terzo periodo intermedio. Faccio dei punti fissi con delle diagonali per stabilire le posizioni e ci vogliono molte misure. Je fais la mesure de ça, la mesure de ça, la mesure de ça, ça, e poi leggo queste misure e le rimetto in scala. Così almeno il disegno è pulito e finito. Non mais c'est important parce que comme ça au moins on garde la trace de ce qui s'est passé ici. Ça c'est très important. Wow. On garde la trace finalement de ces vestiges parce que là c'est sûr que là on peut pas laisser les choses en état. C'est impossible. Il faut qu'on referme. Dans le secteur sud, il y a aussi bien sûr un certain nombre de travaux qui concernent cette fois-ci le temple proprement dit, c'est-à-dire le temple de pierre. C'est-à-dire que là, il s'agit bien sûr de travaux surtout de restauration, alors qui sont menés d'abord sur le bas-côté sud du temple, afin de pouvoir restituer en élévation sur une faible hauteur un certain nombre de chapelles, de chambres, de cours, restituer finalement au temple un petit peu toute son aile latérale sud. Donc c'est afin tout ça de compléter progressivement le plan du Ramesséum. Cette année, on finit le bas-côté sud, alors c'est une grosse tranche de travail qui se termine, qui s'est étalée sur 17 missions. Bon, évidemment, on a fait d'autres tranches de travaux. Cette année, c'est l'aboutissement de vraiment toute cette zone de travail là. Donc le bas-côté sud sera terminé. Les dalles qu'on débite, qui sont débitées, qui sont brochées sur les surfaces. Ici, ensuite, on a une équipe de poseurs là, qui pose dans ce qu'on appelle en opus incertum. C'est-à-dire que la pierre, comme elle vient, à sa dimension, on l'adapte dans le dallage in situ. حجر ماشي هوب الله ينور عليكم هوب فوق يا حبل هوب كمان يا حبل هوب ارفع خش هناك ارفع رجاله الله يلعن ابو Et Eric, c'est rentré en cordeau là. Hein? C'est rentré en cordeau. On va voir. Laisse ça. Cette année, si on pose 150 mètres carrés de dallage, alors vous voyez, c'est des dalles qui vont faire entre 10 et 20 cm d'épais. Suivant les dimensions des blocs, on a des dalles qui vont faire jusqu'à 1,5 mètre et demi. Et là, hop! شغل ويانا هلا هوب والدنيا راحت هلا هوب باقي الفوز هلا
Les blocs de grès, stockés au sud du secteur STO, sont acheminés dans l'aire de taille où ils seront débités et façonnés afin de finaliser le dallage des quartiers du secteur BCS. Ces deux-ci, là, ils ont déjà été divisés. C'est des blocs énormes qui nous arrivent du Djebel Sinsile. Et ensuite, on les débite comme on en a besoin sur le chantier. Donc, comme vous voyez, là, c'est des coins éclateurs. Le grès, c'est une roche sédimentaire. Donc, en fait, la pierre a un sens. Elle a le sens qu'elle avait dans la montagne. C'est des couches qui sont superposées. Et donc, nous, on appelle ça le lit de la pierre. C'est la sédimentation qui s'est faite dans un sens horizontal. Et pour débiter les blocs, comme vous le voyez là, on a pris le sens qu'elle avait dans la montagne. Hein. Et donc ensuite, on vient travailler comme si on ouvrait un livre, travailler sur le sédiment qui s'est déposé là. Et c'est un travail qui se fait au son aussi. On écoute, voilà. Hop. Voilà. Dans le meilleur des cas, là, ça s'est bien passé. Il ne faut pas être trop gourmand. Vous voyez, sur une dimension comme celle-là, on arrive à sortir des blocs qui vont faire une dizaine de centimètres d'épaisseur. Quand on sort des dalles qui vont faire 2 mètres par 1 mètre, on ne va pas être trop gourmand. On va les sortir un peu plus épaisses pour être sûr de les avoir entièrement, quoi. Afin de constituer des dalles, les tailleurs de pierre dégrossissent la surface des blocs de grès par la technique de l'épanolage. Dans le secteur STI, c'est l'effervescence. Les ouvriers spécialisés de l'équipe de fouille ont fait une surprenante découverte en nettoyant l'une des 3 sépultures murales. Il y a du nouveau? Oui. Ah oui, super, un coffret au Chepti. C'est le box. Ah bah très bien. C'est le brique tombé à la matin et cassé le place ici. D'accord. Et bah super, ouais, c'est intéressant à côté de la tête du cercueil du milieu. On dirait des petites figurines en terre, effectivement, qu'on trouve habituellement. Sans doute sans le nom du propriétaire. Mais c'est intéressant parce qu'on a vraiment la forme du coffret rectangulaire au Chepti. Et bah super. Effectivement, belle découverte. C'est une belle découverte? Oui, c'est une très très belle découverte. Oui. Surtout, c'est souvent les découvertes fortuites où on trouve des choses très très sympas. Et bon, même si ça reste que des petits Chepti, mais pour nous, c'est en place, c'est toujours très intéressant. Ouais. Et émouvant. Et émouvant surtout, oui. Oui, surtout que c'est la première fois que j'en vois une en place. Bon, il y en a pour qui en ont déjà vu beaucoup, mais moi c'est la première fois. Donc c'est très émouvant, ouais. C'est vrai. I think that there is another two. Yeah. But I would like to ask you, Franz, in the third intermediate period, when we have the sarcophagus, the box of the Chepti will be the right of the deceased or to the left? It depends. Tommaso, he found also near the legs, near the feet. Okay. So it depends, I think, the place you have in the tomb. Les Ushepti en épigraphe en terre crue de mauvaise qualité n'ont pas pu renseigner les égyptologues sur l'identité des personnages enterrés dans la sépulture. Les petites statuettes étaient placées dans un coffret en bois qui a été complètement dévoré par les termites. So we think that maybe the robbers, when they come and take what they want, they put the other things in the cell number 6. So now we are going to continue the work over there to see what we have and what is belonging to this small tomb, the person. La prospection se poursuit dans la salle 6 du secteur STI, dans le but de retrouver les restes des cercueils ainsi que ceux des défunts, dispersés lors des pillages de cette sépulture commune. La découverte d'une multitude de bandelettes de lin vient confirmer la théorie des égyptologues. Les 3 cercueils ont été brisés
les momies démantelées et l'ensemble des fragments dispersés dans la salle 06. Ah, c'est un morceau de cartonnage. Ouais, superbe. Ouais, génial. C'est la suite. Attends. Mabrouk. Une petite poterie, non? Oui? Il s'agit d'un godet globulaire à larges lèvres plates dont un bord est cassé. Le fond suggère que ce petit récipient faisait partie d'un ensemble auquel il était raccroché. C'est beau. Oui, c'est bon. Gabeya. Gabeya, on dit en arabe. Là, straight away. كده ايوه كده. Donc ça c'est un cartonnage typique de la 22e dynastie avec un fond blanc. Donc on a la partie là qui est après sur la partie basse du cartonnage avec les ailes étendues. Et puis là on a la partie en fait dorsale, parce que le cartonnage il était en fait ouvert sur le dos. Il y avait une sorte de ficelle lacet qui permettait de joindre les deux bouts. Voilà, c'est une enveloppe qui était pas, qu'on ne pouvait pas après enlever, hein, qui était fermée avec donc des lacets. Et ça peut être le morceau d'aile qui va là. Regarde. Ah oui, tiens, ouais, le scarabée, et ça va recoller avec le... Bien vu, Marie. Voilà. Oui, plus haut. Mais we have missing part yes, here. il manque une partie là. Yeah. Ouais, mais oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Hein. Ah ouais, est-ce que c'est vrai, il y a vraiment une partie qui manque? Pas tant que ça. Hein. Mais le cartouche, il serait trop petit. Empty. I don't know why. Ouais. Why the cartouche is empty? Ou alors c'est un chêne. Ouais, ou c'est un chêne seulement. Ah oui, c'est un chêne, c'est pas un cartouche peut-être. Ouais, et ben là, ouais, c'est pas mal comme ça. Hein. Je vais regarder s'il y a d'autres exemples comme ça avec chêne. Ah ouais, super, bah ça c'est... Et là c'est pas mal là, c'est même super. Plusieurs beaux fragments de cartonnage issus d'un des cercueils de la tombe murale ont été sortis de la fouille, dont l'un, de grand format, montre le dieu Thoth ibiocéphale faisant face à Réoracti. Non, c'est pas une mâchoire ça. Ah non, c'est une... C'est pas une époque? Non, c'est un enfant ça. Ah, un bassin? C'est un bassin d'enfant ça. Il y a une... Regarde là, regarde les... Baby. Ok. Tu vas retourner d'autres? C'est des petits morceaux quand même. Ouais, c'est le bas, c'est la symphyse pubienne, tu vois. Ici, tu as l'ischyon ici. Voilà, ici, tu as le dessous du cotyle. Donc c'est un enfant, un petit. Hein. D'autres ossements sont également découverts dans l'épaisseur du mur sud, du côté de la salle à colonnes. Ah oui, c'est ce qu'on avait vu hier. Mais là, il y a... يعني كم بنينا احنا 3-4 مدامير وفتحنا هنا عشان نكمل اصلا ما كانوا كسروا الحته دي خالص. انت فاكر انت الحته دي انت بانيها من اول كسروا الحته من ناحيتين. Oui, il y en a un autre là-bas. Non, 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 non. La mâchoire au-dessus. سلم على دول ناظر عم سلم على
C'est pas une inhumation, c'est des squelettes jetés comme ça. Oui. Ça provient peut-être de la tombe. Ça qui sont là. Parce que là, il y avait le mur. Donc ils ont été jetés ici. Moi, je ne suis pas convaincu. Un samé. Ouais, c'est bon. Il a 17-18 ans celui-là. Oui, encore le... Donc il y a un jeune au moins, ça c'est sûr, 17-18 ans. Old, adulte. Ah, ok. Old man, or woman. Hein. Donc, il y a très bien les exosquelettes qui sont là. C'est des brontésopathies d'insertion des muscles. Ça. Donc c'est prouve que c'est quelqu'un qui est assez âgé, ça, et qui est différent de celui-là. Si tu as la tête qui est là et le squelette ailleurs, c'est que manifestement quand ils l'ont mis, c'était déjà explosé. Si tu as des morceaux comme ça disjoints, c'est une inhumation secondaire. Ils ont dû prendre le cadavre. Alors, comme ils sont dans des linceuls souvent, ils gardent plus ou moins leur forme générale. Oui. Ils peuvent très bien l'avoir démonté du puits, hein, puisque Christian a retrouvé des oucheptis. Oui. Où il les a trouvés? Il y a le chepti pour le nom de la personne dans le corridor et il y en a un autre là-bas. Ah bah. C'est la même personne. Ça prouve qu'ils les ont cassés, ils ont mis les squelettes à droite, à gauche. C'est pour ça que ça, moi je pense que c'est plus un charnier au long du mur. Et ça n'appartient pas aux 3 personnes que tu as trouvées. Oui, c'est avant. Je pense, hein, je pense. D'accord. Je ne sais pas s'il est là, Oussama, parce que il faut qu'il me dise s'il va le faire ou pas son relevé photogrammétrique, là, parce qu'il en a pour une journée. Parce que Oussama veut faire un petit relevé photogrammétrique. La fouille de la tombe murale est maintenant terminée. Documentée par son relevé archéologique et par le relevé architectural d'Heraldo, elle peut désormais être de nouveau emmurée. Une image numérique de cette sépulture sera également conservée, ceci grâce au relevé photogrammétrique que s'apprête à réaliser Oussama. After I learned from Dr. Tommaso and Dr. Philippe, now I have my own way to make 3D models and photogrammetry. We start to take photo with the same space and the same zoom in camera. Don't change, but I change the angle. Everyone take a photo in the middle of the perfuse photo because we need to have very good overlapping to help the program matching this photo in one model. Now we take 300 photo. After we finish, we take the photo in the site. We put the photo in Photoshop to have the same level for color or contrast. And then we put it in the program Agisoft Metaship. The program extracts this photo and convert to points. We can have 1 million or more than points. Then the program try to matching all this photo in one 3D models. Finally, we can extract these models with PDF, with video, and we can move in the video. L'image numérique en 3D réalisée par Oussama permet d'une part de sauvegarder et de pérenniser l'ensemble de la zone de fouille et d'autre part d'offrir aux chercheurs une image virtuelle très précise du secteur. Ils pourront ainsi, à distance, pénétrer dans cet espace restitué afin de l'étudier et d'effectuer toutes les analyses scientifiques inhérentes à leurs recherches. La fouille de sauvegarde ainsi que les relevés topographiques et photogrammétriques sont réalisés. Un linceul composé d'un film plastique est apposé sur les sépultures. Un lit de sable viendra finaliser la protection de la tombe. Ce travail ainsi que le remontage du mur seront laissés aux soins de Mahmoud. Pour cette nouvelle campagne, eh bien, il y a évidemment une reprise dans le secteur nord, le secteur STG, là où toute une équipe avait commencé à travailler à explorer ce secteur des dépendances nord du temple. Alors ce sont des dépendances où il y a un certain nombre de concessions funéraires qui remontent à la 3e période intermédiaire.
Donc le travail doit porter cette année, bien sûr, sur l'exploration de ces salles et en même temps, d'ailleurs, exploration d'abord pour essayer de pouvoir identifier finalement ces salles à l'époque ramesside, elles servaient à quoi exactement finalement, quelle était leur véritable fonction. Et puis dans un deuxième temps, il s'agit aussi d'explorer tout l'aspect troisième période intermédiaire, c'est-à-dire de fouiller les puits et de voir un petit peu quels sont les défunts qui ont pu être inhumés dans ce secteur du Ramesséum. Donc, on est dans la tombe STG, pourquoi nous sommes dans le secteur STG, et CD, pourquoi nous sommes dans les couloirs de distribution du secteur STG, et c'est la première tombe qu'on a fouillée cette année. Finalement, ce n'est pas la première, mais on a deux tombes, pourquoi on a trouvé deux puits qui amènent à la même chambre. Donc c'est peut-être qu'on va trouver deux phases de fréquentation de la tombe. Et en effet, nous avons deux niveaux différents des sépultures, des sarcophages. Et comme toutes les autres tombes de troisième période intermédiaire, on retrouve la même géologie dans la montagne. Pourquoi? Dans la troisième période intermédiaire, ici à Ramesséum, ils creusaient avant tout le puits dans les conglomérats. Et après le conglomérat, ils creusaient la chambre dans la ramla, dans le sable. C'est le sable géologique. Et le problème, c'est que nous sommes très proches à la vallée du Nil, et donc il y a beaucoup d'humidité. Surtout ici, surtout dans cette tombe, il y avait beaucoup d'humidité, beaucoup d'eau, et le sédiment, le terrain était très compact et très difficile à fouiller. En tout cas, nous avons réussi à fouiller très bien et à voir le trace des sarcophages. Pourquoi les traces? Pourquoi avec toute cette humidité, tout le matériel organique est disparu, mais il reste les traces, surtout de la plâtre posée sur le bois. Donc c'est possible de voir une trace blanche et donc reconnaître la dimension et la forme des sarcophages. Comme l'a précisé Tommaso, la géologie particulière du terrain, formé de sable rendu compact par l'humidité du Nil tout proche, a considérablement compliqué le travail des ouvriers. Malgré les difficultés rencontrées, ils ont réussi à dégager l'ensemble des restes fossilisés des cercueils en bois ainsi que les ossements des défunts qui y reposaient. On a deux sarcophages rectangulaires. C'est peut-être qu'ils sont des sarcophages Kérézou, et donc du 25e, 26e dynastie. Et ça est aussi compatible avec les objets qu'ils ont trouvés, les objets funéraires. Nous avons 3 sarcophages, et un des sarcophages avait des yeux, magnifiques yeux, en bronze, 2, c'est ici. Des yeux en bronze, qui étaient sur le sarcophage aussi. Et aussi des scarabées, 2 scarabées, un très bien conservé, et un autre, c'est ici, en pierre, mais bleu, pour imiter la faïence. Le scarabée, qui faisait partie de la résine qui était sur le corps du défunt. Et donc les scarabées, ils étaient mis sur la résille? Oui, nous avons aussi beaucoup des petites paires de la résille. Et les ailes, elles n'ont pas été retrouvées? Non, pas encore, je ne sais pas. Oui. Ils sont aussi dans la tombe. Oui. Avec les sarcophages, il y a 3 boîtes de chaptis. Nous sommes arrivés au niveau
au sol de la chambre, mais il y a encore quelque chose à fouiller. Je parlais de deux différentes phases d'utilisation de la tombe, et en effet, on a 3 sarcophages à le même niveau, mais un autre très très mal conservé. Et ils ont fouillé, ils ont nettoyé un petit peu les ossements. Et ici, il y a encore les perles. Ouais. Ah génial. Ah ouais, c'est super. Encore en place. Ah ouais, on les voit bien, c'est super. Oui, elle était complètement sur le corps du défunt. Ouais. Ah ouais, c'est extraordinaire. Et là, il y a des traces de perles peut-être aussi? Oui, aussi, encore. C'est peut-être le perle de ce squelette. Puis comme tu dis, on va voir après, quand ils auront enlevé les cercueils, est-ce qu'il y a un autre niveau dessous? Oui. On va descendre seulement dans les dimensions de la première chambre. Ouais. Et quand ils ont creusé le deuxième puits, ils ont trouvé la chambre et ils ont agrandi un petit peu pour mettre le sarcophage. C'est aussi très intéressant de voir comme les momies sont déplacées dans le sarcophage. Pourquoi ici, c'est la tête qui est déplacée du corps. Et là-bas, le squelette est dans un côté. Ça peut être que quand ils ont descendu le sarcophage, dans l'espace vide du sarcophage, le squelette elle est envers la tête. Et donc la tête est toute déformée. Oui, voilà, oui. Le matériel archéologique découvert dans les tombes est nettoyé, photographié, étudié et enregistré par l'équipe de Tommaso avant de rejoindre le magasin du Ramesseum où il sera stocké. Martina Terzoli, égyptologue au musée de Turin, reproduit et enregistre des oucheptis en frites glacurées bleues à l'effigie de Sekhmet et Bastet. Sont des petits Sekhmet? Or Bastet? The same, or Bastet, yes, the same on both sides, under a shrine. And the one joli, hein? And this is the best one. Yeah, this one. Waouh, waouh, waouh. With the inscription. Ah oui, avec Bastet derrière. Oui. Oh là là. Amani dépoussière patiemment les centaines de figurines funéraires issues des 3 boîtes à oucheptis découvertes au pied des 3 cercueils des tombes STG, CD, T01 et T02 que Tommaso et son équipe viennent de fouiller. Every group of ushabti have a special number, so we can recognize the different groups and draw the groups also inside the plan of the tombs. Better pieces with also a small bird, clearly recognizable in the mud here. And this is better realized with the small face, the bird, and the 2 fists at the breast, like this. And so we are working to complete the study of these 3 groups of ushabtis. And I think that another one is waiting for us. Le matériel archéologique découvert dans les tombes est dans un premier temps photographié in situ, puis une fois qu'il a été nettoyé, Tommaso réalise de nouveaux clichés. Des centaines de perles provenant des résilles funéraires ont été découvertes dans la tombe. Amani et Margherita ont la minutieuse charge de les extraire des sédiments. Un ouvrier de l'équipe de Tommaso vient de faire une belle découverte. L'équipe de tournage est aussitôt alertée. You're welcome. Donc là, Tommaso, vous avez extrait complètement tous les sarcophages, quasiment tous. Nous avons fini de fouiller le sarcophage. Ça, c'était le dernier. Il est placé au-dessous des autres. Il y avait 2 phases différentes dans la tombe. Et donc, celui plus en bas était peut-être la première sépulture. Et on a presque fini de fouiller. Mais dans ce niveau, dans le même niveau de
du dernier sarcophage, il y avait aussi beaucoup de poteries. Vous avez vu là-bas, il y a une vase presque complète, mais beaucoup de poteries qui ça peut-être qu'on peut reconstruire pour voir la fonction. C'est peut-être, je ne sais pas si un dépôt de momification ou quelque chose lié à la sépulture. Ce squelette n'était pas complète. Nous avons trouvé seulement les jambes et en bas. Mais dans les jambes, il y avait encore un petit scarabée. Et c'est le troisième que nous avons trouvé dans cette tombe. Et Tommaso, les restes du sarcophage, à l'origine, c'était du bois? C'était du bois. Il y a beaucoup d'humidité. Et donc, tous les matériels organiques ne se conservent pas. Mais on a seulement la trace du plâtre qu'il y avait sur la surface du sarcophage. Donc, on peut reconnaître le sarcophage extérieur. Et ça peut être un cartonnage ou un autre sarcophage à l'intérieur. Yes, c'est dans les sauts de briques. Une vase est complète, mais il y a des fractures, on dit. أبعد مقطاف يا ولد أبعد مقطاف مبروك لا أطلع لمها أنا؟ أيوه ماشي حد له سوا أنا أيوه استنى بص يا زعبوط استنى أنت الدهلية كانت طلعت بيها مش هجيبها الحبل ايوه بس تطلع نلف نص واحد يلف واحد ياخذ ثواني خلاص دقيقة شوي. You want to take just the base? لا فدي ها اطلع زعبوط لا انزل لي ماشي وين ده؟ بالراحة ما تكسفها. هيطلع يا استاذ اسامة. ايوه خد. Anna Concini, égyptologue, mais également céramologue, récupère immédiatement le fragment d'amphore extrait de la tombe afin de l'étudier, de le reproduire graphiquement et de l'enregistrer dans la base de données de la MAFTO. Elle étudie également l'ensemble des fragments de poterie découverts dans le secteur STG, que ce soit en surface ou dans les tombes. Nous avons laissé un petit peu de terrain dedans, seulement dans cette paroi. Pourquoi? Elle est un petit peu dangereuse. Pourquoi? On a le plafond qui est effondré. Et donc nous avons un petit peu de plafond et de terrain qui n'est pas trop solide, trop stable. Ça c'est la paroi originale. Et ça il est un petit peu encore à fouiller. Mais je vais le faire quand nous aurons fini dans la chambre et dans le sol de la chambre. Donc on va finir, on va arriver jusqu'au sol de la chambre et après on va voir ici, il y a quelques centimètres, 10-15 centimètres, c'est tout. Et puis nous avons fini de fouiller la tombe. Bravo. Alhamdoulilah. Côté sud, il y a évidemment la reprise du Cavalier de Desblais en APS, c'est-à-dire l'allée processionnelle sud. Et là, il s'agit de continuer un travail de longue haleine qui a été entrepris depuis plusieurs années maintenant et qui doit permettre de pouvoir petit à petit retirer tous ces déblais qui avaient été mis en place à l'époque d'Émile Varèse. Il y a déjà pas mal d'années, on s'est aperçu que ces cavaliers recouvraient en fait des allées processionnelles, ramessides, c'est-à-dire une allée dalles de calcaire et de chaque côté des sphinx. Les animaux qui bordaient cette allée sont probablement d'ailleurs des sphinx androcéphales.
Ces dernières années de fouilles, nous avons pris la décision de descendre le plus rapidement possible au niveau ramesside, c'est-à-dire au niveau de l'allée processionnelle, afin de sonder les emplacements de sphinx pour éventuellement retrouver des fragments significatifs de sphinx. Et je pense que les fouilles qui vont être menées cette année et aussi d'ailleurs probablement l'année prochaine permettront d'avancer et de pouvoir confirmer éventuellement que cette allée était bien bordée de sphinx androcéphales. C'est le but essentiel de cette fouille sur le Cavalier Sud. Pendant cette mission, les ouvriers ne trouveront malheureusement pas de nouveaux fragments de sphinx, venant confirmer que l'allée processionnelle sud était bien constituée de sphinx au visage Ramsès II. Mais ils sortiront du Cavalier de Déblais de nombreux autres artefacts. Voilà ce que nos ouvriers sont capables de trouver dans cet énorme tas de déblais. Nous avons trouvé des fragments de lit votif avec Bess et une jeune fille nue sur une barque ramant, si ce n'est qu'on n'a pas la barque. En fait, il nous manque la barque. Mais Guy avait trouvé dans le secteur STF en 2016 une barque à peu près similaire. Donc ce sont des fragments de lit votif qu'on dit lit d'accouchement, qui faisaient partie du matériel de la vie quotidienne, donc qu'on trouvait dans les maisons, mais qu'on peut trouver aussi après dans les tombes. Vous avez ici la partie latérale d'un lit votif intact, et nous avons eu cette partie-là. Voilà. Et il y a une troisième baisse qui est sortie. Donc ça fait quand même beaucoup de fragments de lit. On n'en avait jamais eu ici. Nous avons trouvé ce qu'on appelle nous notre pièce de musée. C'est en fait un petit singe jouant de la harpe. On a encore des traces de rouge sur le visage. Et nous avons la trace ici d'une bélière, puisqu'en fait ce petit singe jouant de la harpe était une amulette en calcaire. Et donc avec la partie arrière où le singe pose sa tête sur la harpe. Et donc ce type d'amulette n'a jamais été trouvé ailleurs qu'à Amarna. Nous sommes quand même très très proches du temple de millions d'années de Toutmoses IV. Nous avons Amenhotep III qui n'est pas loin. Donc les objets ont tendance quand même à se balader. Et donc là encore, nous sommes face à une amulette qui s'était retrouvée donc, dans les maisons des gens de la vie quotidienne à Amarna, liée à Hathor, et donc liée encore aux accouchements. Et pour protéger en fait la femme enceinte, quand les animaux jouaient, ça éloignait les démons, ça éloignait le mal. Nous avons ici une estampille encore de bouchon de jarre qui est très intéressante. Vous avez le nom de couronnement de Ramsès II, mais lors de l'an 1 et l'an 2 du règne. Et à côté, vous avez Irep Neferu. Et Irep Neferu, c'est le vin normalement parfait, le vin excellent. Et donc, ça paraît étonnant au premier abord, puisqu'on nous parle de vin, alors qu'on est en l'an 1 et l'an 2 de Ramsès II, et on sait que le Ramesséum n'est pas encore construit. Mais ils ont entreposé ces jarres en attendant que le Ramesséum soit construit, et très probablement ils les ont ensuite apportés ici dans les greniers à vin. On va terminer par ce qui nous préoccupe au quotidien sur ce secteur, c'est-à-dire quelle tête ont les sphinx. Donc fragment de Némès, comme ça, donc vraisemblablement la partie frontale juste avant le bandeau du Némès, puisque c'est bombé ici, hein, donc on est certainement dans cette partie-là. Il y a plusieurs éléments comme ça qui sortent petit à petit et qui pourraient raccrocher en fait ces blocs au sphinx, mais il faut rester très très prudent parce que là on n'est pas du tout sur l'allée processionnelle. On ne peut que dire que c'est un fragment de Némès qui semble être en relation avec celui qu'on a trouvé. Voilà, on ne peut pas aller plus loin pour le moment. Le décor de la descendrie de la tombe de Séhétépibré a subi de nombreuses altérations qui semblent s'être aggravées depuis la dernière mission. Sylvie Ozen est chargée d'en dresser le constat et d'en discerner les causes.
Sa précieuse expertise permettra de mettre en place les solutions adaptées pour sauvegarder ces parois peintes. Là, on s'occupe de la conservation des peintures de la tombe de Seth épibrées, qui sont quand même assez fragiles. Donc en fait, là, moi, je m'occupe d'un premier cartographie d'altération à partir de l'orthophoto qui a été faite l'année dernière par Oussama. Je vais commencer à noter donc toutes les différentes altérations qu'on trouve aussi bien au niveau du support que de la couche picturale. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous montrer au niveau du support, donc je vais noter ces fissures fines, qui sont à différencier des altérations mécaniques comme celle-ci. Ça peut être des altérations mécaniques liées aux fouilles, liées aux animaux, comme des griffures en fait. Ensuite, on a des pertes de matière. Bon, là, par exemple, des grandes pertes de matière. Là, des deux niveaux d'enduit. Là, une autre perte de matière, mais qu'au niveau de l'enduit superficiel de finition. Ici, on a des nids de guêpe-maçonne qui forment ces auréoles très très dures. Donc ça, à retirer, c'est délicat, surtout quand la couche picturale est fragile derrière. On a aussi des petites griffures superficielles. Là aussi, ça c'est intéressant. C'est le niveau, un des niveaux d'enfouissement. On voit vraiment la limite entre... Ah oui. Et on voit sur la cartographie, ça se voit super bien quand je vais la finir. C'est-à-dire que, bon, là il y a le problème des termites, ça c'est sûr. Le niveau d'enfouissement. Et ensuite, tout le réseau de fissures qui sont beaucoup plus prononcés parce que ça a plus stagné avec de l'humidité. Sur les cartographies, c'est les choses qui ressortent comme ça d'un coup. Les défauts d'adhérence, bon, ça c'est très très important. C'est en fait c'est des problèmes d'adhésion entre les deux couches d'enduit. Ça, je vais le noter sur la cartographie et ensuite on va faire des premières consolidations d'urgence cette année pour vraiment les parties qui sont les plus fragiles et qui sont prêtes à tomber. Et puis petit à petit, déterminer un protocole de restauration pour la suite des années à venir. Nous avons donc pu reprendre, bien évidemment, le travail qui concernait la tombe de Seth épibré dans le secteur nord-ouest du Ramesséum. Donc l'an dernier, nous avions pu, évidemment, dégager intégralement le corridor souterrain de la tombe. Mais il restait quand même un certain nombre de structures qui méritaient évidemment d'être fouillées. Donc c'est celles qui ont été engagées cette année durant cette nouvelle campagne. Alors d'abord, dans le corridor souterrain, nous avions pu observer l'an dernier deux sortes de cavités qui avaient été creusées dans les murs sud et nord du corridor souterrain. Donc il a fallu dégager finalement ces deux cavités et elles nous ont finalement livré des tombes secondaires, c'est-à-dire probablement des tombes qui avaient été aménagées certainement au cours de la 3e période intermédiaire. Alors, ils étaient placés comme ça tous les deux. Là, il y a des tissus ici. Ouais. Et c'est déjà cassé, si tu veux. It's broken. Oui. Okay. Si c'est un vrai squelette, it's true. Face. Comme ça. Mandibule. No, ici good. Tandis qu'ici cassé. Ça c'est cassé, donc c'est vraiment. Ça a été mis après. Ils ont été pris et paf. À l'intérieur du crâne, je viens de retirer des morceaux de terre qui ont pris la forme de la voûte occipitale. En les retirant, je peux constater que c'était en fait de la boue très liquide. Donc le crâne qui était posé comme ceci n'a pas pu recevoir cette boue. Donc manifestement, il y a dû rouler dans la boue au moment de la pluie diluvienne, se remplir de boue humide. Il a été pris ensuite et positionné à la fin dans la niche, dans cette position. Et ce qui explique que la disposition actuelle de la boue qui est séchée avec cette petite courbure dans le fond qui correspond à la courbe occipitale. Donc c'était un pur hasard. Donc c'est un pur hasard. Le positionnement de cette tête dans la niche ne peut pas être mis en place de façon intentionnelle au départ. C'est donc une inhumation au minimum tertiaire, quelqu'un qui a dû ramasser la tête dans le corridor et la positionner avec d'autres ossements dans cette petite niche qui a ensuite été fermée. Michel et André viennent récupérer des ossements découverts dans le secteur STI
lors de la dernière mission et stockés en attente de leur étude dans une tombe du secteur TWY déjà fouillée. Tu cherches quoi, André? STI. STI, les ossements d'STI. Les ossements pour voir si on arrive à retrouver par rapport à ce qu'on a cette année. C'est les ossements de la tombe de Saint-Épibré. Oui, parce que ça a été tellement remanié que ce qu'on a trouvé l'année dernière peut correspondre avec ce que les autres cette année. Quoi. Oui. Celui-là. C'est lourd? Non. Je fais mon sport du matin. Donc hier, vous avez pu voir les deux niches dans la tombe, une niche à gauche qui est la niche nord et à droite la niche sud. J'ai mené une réflexion. Donc les deux crânes qui étaient dans la niche nord, vous les avez devant vous, et ces crânes sont seuls, c'est-à-dire que ce n'est pas une inhumation primaire, mais c'est des personnes qui à un moment donné ont positionné ces crânes-là et ont fermé cette niche avec des briques. De l'autre côté, sur la niche sud, on a retrouvé des fragments de cercueil et juste devant cette niche, des petits ossements. Ces ossements, a priori, devaient appartenir à la niche. Donc, ce qu'on a fait, on a réuni l'ensemble de tous ces os que vous voyez sur cette table. On les a triés, on a réfléchi et on a réussi à reconstruire un squelette partiel, mais très intéressant, puisque c'est probablement le squelette qui appartenait à la niche sud. Et donc, il n'en reste pas énormément de choses, comme vous pouvez le voir. Puisque on a toutefois de quoi l'identifier au niveau de son sexe, puisque on remarque que ses os coxaux sont larges, sont puissants, et que le fémur est très long. Donc fémur très long et avec une tête fémorale importante, donc manifestement c'est un homme. Donc on a cette certitude. En plus, ces fragments osseux étaient situés proches des fragments du cercueil de la niche, qui nous font dire que ce personnage, il a un nom. Ce serait donc Shed Mantu Hat. Donc voilà, on fait renaître cet homme à partir de quelques ossements, on arrive à reconstruire en fait son histoire. Donc le matériel archéologique que nous avons pu extraire finalement de ces cavités, et surtout d'ailleurs de la cavité sud, ce sont des oucheptis. Il y en a qui sont en frites glacurées, d'autres qui sont en terre cuite. Il y a quand même tout un petit texte qui est tracé sur le torse là, et qui nous donne finalement le nom du personnage, un certain d'ailleurs Shed Mantu Hat, voilà, qui est justifié, donc finalement qui est acquitté par le tribunal osirien. Alors ces petits oucheptis sont momiformes, on les voit, ils portent des houes dans les mains finalement, et puis au dos, généralement, on retrouve bien sûr le petit panier qui est accroché finalement aux épaules, et puis ensuite le bandeau frontal qui est noué derrière la tête. Donc ces séries de oucheptis au nom de ce personnage proviennent de la cavité sud du corridor de Saint-Épibré. Donc ce qui montre bien que dans cette cavité, il y a eu des inhumations au cours de la 3e période intermédiaire, et qu'au moins l'un des personnages qui a été inhumé dans cette cavité, eh bien, portait le nom de Shed Mantu Hat. De nombreux fragments de cartonnage et de cercueils ont également été découverts lors de la fouille du corridor et de ses deux cavités, nord et sud. Donc on a en fait un certain nombre de fragments de cercueils à fond jaune, qui est donc une caractéristique des cercueils de la 21e dynastie, du début de la 22e dynastie. Et ce qui est intéressant sur ce cercueil, donc sans doute de la 21e dynastie, début du 1er millénaire avant Jésus-Christ, c'est cette ligne de texte inscrite sur un fond vert jaune. Alors c'est des formules tout à fait classiques, Imari Rare. Voilà, le vénérable auprès du dieu, qui sépare en fait les différents registres, avec sans doute une formule d'offrande au milieu. Et puis donc ensuite, là, je me suis attaqué à un cercueil. Il s'agit d'un cercueil, on voit clairement du bois qui a été préservé, donc mangé en grande partie par les termites, voilà, qui n'est plus présent. D'un cercueil, certainement du début de la 22e dynastie,
Voilà, pour des questions de style, hein, donc c'est un cercueil à fond blanc, avec quelques caractéristiques atypiques. On a ici une frise d'Uraeus, de cobra dressé, et là vous avez quelque chose qui est aussi assez intéressant, puisqu'on a le reste d'un large collier Ouzer, donc qui était placé sur les épaules et la poitrine du défunt, avec ici le Behedeti. Alors on voit à la fois la légende, le nom en fait de cet oiseau qui a les ailes déployées et qui normalement se trouve plus bas sur les cartonnages de la 22e dynastie, certainement aussi en raison de la couleur du fond, il s'agit d'un cartonnage de la 22e dynastie. Donc ça c'est tout à fait intéressant parce que ça nous permet progressivement d'identifier tous les défunts qui ont dû être inhumés dans cette sépulture au cours de la 3e période intermédiaire. Et laisse à penser justement qu'il devait y avoir dans cette tombe à peu près une quinzaine d'individus. Sameh décide de prospecter la cavité située en contrebas du puits. Précédé par Agag, l'équipe s'engage dans la petite ouverture et pénètre dans le caveau qui n'est encore ni dégagé ni fouillé afin de l'explorer. Là, on est descendu dans le puits. Bon, l'espace c'est assez exigu, c'est pas très grand en fait. Ça doit faire, je dirais, 3 mètres par 1,50 mètre. Et ensuite, il y a encore un autre accès en dessous. C'est pas très profond, ça doit faire 1,50 mètre par 1,50 mètre à peu près. Donc voilà, donc il y a tout ça à escaver. Attention, pas de balle. Attends. Merci beaucoup. Merci Mohamed. C'est un peu poussiéreux. Afin de lever le doute sur la présence éventuelle d'un ou d'autres puits au fond du corridor, Christian a demandé la dépose des briques de terre crue placées le long du large puits. Après plusieurs heures de travail, l'absence de toute cavité ou puits sous les briques est constatée. Une fois que nous avons pu terminer ce travail, nous avons poursuivi évidemment la fouille dans la salle terminale. Dans la salle terminale de la tombe, il restait surtout à dégager le puits funéraire. Nous avons pu entreprendre ce travail, qui a pris d'ailleurs un certain nombre de jours, pour d'abord, dans un premier temps, dégager complètement le puits de débris, de déblais, qui s'étaient accumulés au fil du temps. Au cours de ce dégagement, bien sûr, des objets, du matériel archéologique a pu être extrait. Et notamment des éléments de cercueil. Des éléments de cartonnage. Mais aussi des oucheptis. Des oucheptis qui sont apparus surtout de deux qualités différentes. Nous avons retrouvé notamment des oucheptis en frites glacurées vertes et toute une série d'oucheptis en terre crue badigeonnés de jaune. Où est-ce qu'il est, le petit sachet? Ah, il y a un petit sachet pour oucheptis. Ah, ils sont. Nous avons aussi retrouvé dans le puits d'ailleurs des bouchons de jarres d'huile qui montrent que finalement les magasins ramessides qui se trouvaient à proximité de la tombe et qui renfermaient justement à l'époque ramesside des jarres d'huile d'olive, donc ce qui semble tout à fait montrer qu'il y a eu une grosse désorganisation finalement des lieux à l'époque tardive. Donc ça, ce sont des observations que nous avons pu faire en dégageant le puits.
C'est wood. Yes, it's wood. Wood. C'est thick. Oui. Comme ça. Une barre postiche. Magnifique. Mabrouk. Ça c'est pour André. Pour André. Il manque le coccyx, c'est pas grave. Ouais, il est beau. Ouais. Non, c'est pas le même. Il n'y a pas les mêmes traces? Non, il n'y a pas les mêmes traces. Il n'y a pas les mêmes... Il y en a. Un fragment qui vient d'être découvert dans le fond du puits. Ouais. Une momie plus ou moins fragmentaire dans ce coin-là. Qui a été jetée, qui a été écrasée par les gros rochers. Là. Ce qui fait qu'on trouve à la fois des tissus, des fragments de squelettes et plusieurs sceptiques sur le même territoire. Et puis on a aussi probablement un mât de bateau, d'un des bateaux. C'est un petit bien. On vérifie s'il n'y a pas l'inscription. Ah oui, ouais. il y a une petite ligne a priori. Bon, alors voilà. Voilà le puits. Nous sommes arrivés au fond du puits. Là, nous avons eu quand même une surprise parce que nous nous attendions dans un premier temps à retrouver surtout un seul caveau puisque la tombe était surtout destinée à un certain C.T. Pibré. Or, au fond du puits, nous avons trouvé finalement l'existence de 2 caveaux. Alors, il y avait bien un caveau, semble-t-il, qui avait été réalisé dans une étape contemporaine du creusement de la tombe. Donc, le premier caveau devait bien appartenir au premier défunt, c'est-à-dire à C.T. Pibré. Une chambre qui est orientée vers l'ouest, qui a été creusée vers l'ouest. Donc ça, c'est un premier caveau. Et d'ailleurs, dans ce caveau, qui n'était pas très occupé par des déblais, nous avons pu retrouver au sol une sorte de petit billet qui était écrit en anglais, sur lequel nous avons pu lire qu'il s'agissait évidemment d'une réclamation éventuelle de plaques photographiques au cas où elles seraient en mauvais état. Alors ce petit billet écrit en anglais laissait supposer quand même que Quibble, le premier fouilleur de cette tombe, avait dû finalement descendre jusqu'au fond du puits et peut-être y laisser cette indication. Alors nous avons pu l'observer, et puis ce que nous avons surtout observé, c'est qu'il y avait là aussi un deuxième caveau. Alors ce deuxième caveau était finalement symétrique au caveau de C.T. Pibré. C'était un caveau qui correspondait pratiquement à une personne, donc pour entreposer un cercueil en fait. Et ce qui est assez curieux, c'est que lorsque ce caveau a été aménagé dans la roche, il a touché en quelque sorte un autre caveau qui était mitoyen. Ce caveau mitoyen, finalement, avait été perturbé puisque la paroi qui séparait les 2 caveaux n'était pas très épaisse, elle était d'environ 50 cm, ce qui veut dire qu'il y a eu un accident à ce moment-là, lorsqu'on a creusé le deuxième caveau de la tombe de C.T. Pibré, qui a fait ouvrir vers le caveau de cette tombe mitoyenne. Et ce que nous avons pu observer, c'est que finalement, avant d'enterrer le deuxième corps dans la tombe de C.T. Pibré, dans ce deuxième caveau, eh bien, des travaux de colmatage ont été faits sur la paroi pour justement oblitérer l'échancrure qui était apparue. Donc, ce travail montre bien finalement que le deuxième caveau a été réalisé après l'inhumation de C.T. Pibré et elle est postérieure au
caveau mitoyen dont nous avons pu observer l'existence. Bref, la tombe de cet épibré, en fin de compte, présentait non pas un caveau, mais 2 caveaux, donc c'est-à-dire que cette tombe avait été réservée à 2 inhumations. Alors, si l'on reprend, bien entendu, le fameux rapport de Quibble, un rapport d'ailleurs, il faut bien le dire, qui est assez confus par son contenu, car Quibble, quand on le lit, donne l'impression qu'il a découvert 2 tombes à cet emplacement-là, la tombe de cet épibré et la tombe, soi-disant, d'un magicien dans laquelle il avait récupéré, retrouvé au fond du puits, un coffret rempli de papyrus. Or, en fait, quand on lit le rapport de Quibble, on a l'impression que la tombe de cet épibré ne fait qu'une, finalement, avec la tombe de ce magicien, car la description de ces 2 tombes est pratiquement identique. Et chose d'autant plus importante que nous avons pu observer, c'est que lorsque Quibble décrit la tombe du magicien, il dit avoir retrouvé dans le puits des oucheptis en frites glacurées vertes et des oucheptis en terre crue jaune, badigeonnés de jaune, ce que nous avons retrouvé dans le puits de la tombe de cet épibré. Alors, quand on regarde bien, Quibble ne donne pas le plan de la tombe qui était celle, soi-disant, du magicien. Il ne donne exclusivement que le plan de la tombe de cet épibré. On voit visiblement qu'il y a là une confusion qui a été faite par le fouilleur anglais. Probablement, lorsqu'il a rédigé son rapport, il ne l'a probablement pas rédigé sur place, il a dû le rédiger lorsqu'il est rentré en Angleterre, et il y a certaines choses qui ont dû à ce moment-là un petit peu lui échapper. Mais il y a une note en revanche très intéressante. C'est celle que Newbery, un collègue finalement à Quibble, qui était présent au moment de la découverte du fameux coffret renfermant les papyrus, Newbery est catégorique dans sa note qu'il a laissée, dont on a retrouvé trace bien entendu. Newbery dit que la tombe au papyrus est la même tombe que celle de cet épibré et qu'il s'agit même du même puits. Donc les observations que nous avons pu faire de notre côté, à travers la recherche archéologique qui a été menée au cours de cette mission, montrent bien que finalement, à travers les découvertes que nous avons faites, les observations que nous avons pu faire au cours de cette fouille et aussi la relecture attentive du rapport de Quibble, plus les données que nous fournit bien entendu Newbery à travers sa note qui est vraiment pratiquement, on pourrait dire, presque essentielle, nous avons la confirmation aujourd'hui que la tombe de cet épibré est pratiquement la même que celle de ce fameux magicien. Donc l'énigme finalement que nous avions au début de cette enquête peut être considérée aujourd'hui comme résolue. Il faut savoir que sur le chantier, il y a aussi quand même un certain nombre de personnes qui participent au travail, qui ne sont pas archéologues, bien sûr, mais qui ont des responsabilités administratives dans le cadre de la mission archéologique française franco-égyptienne de Thèbes Ouest. Alors Ali Sayed, justement, Ali Sayed, qui est régisseur du Centre d'études et de documentation sur l'ancienne Égypte, bien le travail d'Ali durant cette mission, c'est de pourvoir à toutes les formalités administratives qui sont nécessaires pour que la mission fonctionne dans de bonnes conditions. لا ترميمه وللتدعيم ده مكان التابوت ولا ايه؟ وين عبد الله؟ وينك يا عبد الله؟ يلا يا عبد الله. Donc je viens d'apprendre que Mohamed a été plusieurs fois à Montpellier. Mabrouk.
Il a été travaillé à Montpellier, work to Montpellier. Bravo. Monsieur Demain, Monsieur Sonneau. Bravo. Cheese. C'est une vidéo. Merci beaucoup. Mr. Cristiano, good مدير. ويلكم بالمدير تنقصوا. على مهلك ما يمشي برا. I love this man. I love this man, Mr. Cristiano Ronaldo. مبروك. الله يبارك فيك. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a creusé dans cette tombe une autre cavité. On voit très bien là-bas. Donc tu vois, il y a une partie des mandibules, mais il manque le devant. Et tu vois, on devine encore en dessous la peau. Ah oui. Allez bien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. It's finish time to finish. Oh, finish. Finish You time. like yours? We've been happy. شكرا يا جاي. شكرا شكرا أبدا. شكرا محمد. شكرا. Magnifique. Magnifique. مبروك شكرا.